Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Bonjour à vous. Alors dans cette petite série de vidéos qui va commencer aujourd'hui, je vais vous proposer un ensemble de petits coups de cœur, mais autour d'un seul thème. Et puisque nous approchons de la fête de la musique, j'aimerais vous présenter Chopin dans la fiction. Alors quand on pense à Chopin, on pense tout de suite évidemment à sa musique, mais il a énormément aussi influencé les écrivains de son temps, à cause, vous allez le voir, de sa personnalité qui était assez hors norme, et qui a fait de lui le personnage typique du romantique au XIXe siècle. Le romantique à l'époque n'a rien à voir avec le romantique d'aujourd'hui. Il a lui-même aussi écrit et il a été énormément influencé par les écrivains de son temps, surtout des Polonais. Voici donc à travers la littérature un Chopin un petit peu moins connu. Je voudrais, avant de vous parler de lui, vous faire entendre une petite musique qui le résume tout à fait. C'est une musique qu'on nomme tristesse. Alors, elle exprime plus précisément ce qu'il appelait lui le zal. C'est un mot qui nous est rapporté par Liszt dans ses souvenirs. En fait, il évoque Chopin qui jouait du piano et il a fait pleurer une femme qui lui a demandé, en l'entendant jouer, d'où lui venait son inspiration si douloureuse qui se transmettait à toutes les personnes qui l'écoutaient. Et Chopin, qui d'habitude ne parle pas beaucoup, lui a répondu et lui a évoqué son inspiration. Il lui a dit que cela venait du zal. C'est un mot polonais qui est intraduisible en français. Nous, on parle en général du spleen, mais ce n'est pas tout à fait ça non plus. En fait, c'est une nostalgie particulière liée à un regret intense. Et cet état était lié non seulement à une disposition innée chez lui depuis son enfance, par une très grande intelligence et une très grande sensibilité, mais aussi à cause de sa vie qui n'a pas été facile. Il faut dire qu'à l'époque, et c'était un exilé polonais, donc quand il était en France, avec une situation qui a été au début très précaire, et il a fui son pays du jour au lendemain, sa famille, ses amis, sa fiancée, Maria Wodzinska, parce que la Russie avait terrassé son pays. Et lors de cette tragédie, il faisait une tournée en Europe. Il n'avait que 19 ans. Il ne reverra jamais sa famille, sauf une fois. Quand il arrive en France, il est déjà connu comme étant un génie, depuis d'ailleurs l'âge de 6 ans, mais il traîne avec lui ce passé mystérieux, ténébreux, ce zal, donc ce mal, qui ne le lâche pas, et avec parfois même des idées suicidaires. Évidemment, à ce moment-là, George Sand va le rencontrer. Elle était déjà divorcée de son mari et va devenir follement amoureuse de lui. Même si la première rencontre se passe très mal, on rapporte qu'il aurait trouvé cette femme trop masculine, et dans une lettre, il évoque son visage qui le rebutait, et elle aurait demandé en le voyant si ce n'était pas une femme. Mais, donc, pourtant, au bout de quelques rencontres, elle va vite être subjuguée par sa musique, par son mystère, et elle va devenir sa maîtresse durant 9 ans, entre 1838 et 1847. Ils deviennent alors le couple le plus mythique de tout Paris, le plus parfait aux yeux de tous. Et en 1847, coup de théâtre, George Sand quitte froidement Chopin. Elle le dénigre à tous ses amis et il en mourra 2 ans après. Cela a rajouté à ses problèmes de santé qu'il avait déjà, des problèmes de tuberculose, qui est, on le sait, assez psychologique aussi. Cela fait scandale dans le Paris mondain et elle publie un livre à charge pour s'expliquer. C'est mon premier coup de cœur, il s'agit de Lucrezia Floriani. Lucrezia Floriani, donc publié en 1847, c'est un roman, vous l'aurez compris, un roman psychologique très sombre, parce qu'elle décrypte le cœur très complexe de Chopin, qui était souvent peu connu même parmi ses proches. Elle décrit aussi ce qu'elle a vécu comme martyr pendant 9 ans. Il faut nuancer bien sûr avec sa correspondance, avec les écrits aussi de Chopin, car c'est un roman qui évidemment caricature et rend extrême les caractères qu'elle décrit. Mais tout le monde a reconnu dans ce livre, et c'est ça qui est très intéressant, tous ses contemporains ont vu dans les 2 personnages les 2 réels protagonistes dont elle parle, à travers les traits de Lucrezia, une femme qui n'est déjà plus toute jeune, qui a déjà des enfants de différents amants, qui a été cantatrice dans le roman,
On a tout de suite reconnu George Sand. Elle veut un petit peu s'éloigner du Paris mondain pour vivre tranquille, et elle tombe par hasard, par l'intermédiaire d'un ami, sur le jeune Carole. Lui, c'est un prince. On a tout de suite reconnu le trait de Chopin dans un personnage toujours maladif, un peu chétif, en peine d'amour, et qui aime une princesse qu'il ne pourra jamais épouser. On pense tout de suite à Maria Wodzinska, et qui désespère de trouver l'amour, un amour pur, véritable et sans tache. Donc là, c'est vraiment Chopin. Rien ne les rapprochait, et pourtant ils tombent amoureux fous dès la première rencontre. Ils décident de ne plus se séparer, et au début vivent une véritable idylle. Puis Lucrezia se rend compte de plus en plus de la difficulté et du défi quasi impossible à tenir de vivre avec un esprit hors du commun. Elle explique qu'elle a d'abord été attirée par l'originalité et la pureté du génie d'un homme, mais qui porte en lui un poison qui l'a fait sombrer avec lui. Chopin disait même à un ami « En ce qui concerne mes sentiments, je suis toujours à contretemps avec les autres. Ce n'est pas ma faute si je suis semblable à un champignon malsain qui empoisonne celui qui le goûte. Tu sais bien que je n'ai jamais été utile à personne, pas même à moi. » Pour revenir à Carole, sa première difficulté vient du fait qu'il semble vivre dans un autre monde qu'il a idéalisé comme s'il était trop cruel pour lui. Il refuse la réalité, il veut la plier à son idéal, et il déteste la matérialité. C'est symbolisé dans le roman par sa peur du sang. Carole est aussi jaloux du passé chaotique de la Floriani. Il a peur qu'elle ne l'aime que comme ses autres amants, et il semble même se salir avec elle, ce qui est très difficile pour la Floriani d'accepter cette vision qu'il a d'elle. Il voudrait faire oublier en fait ce qu'elle a été et les moments où elle n'a pas été avec lui. Elle évoque donc ainsi les incohérences de son caractère. Il est à la fois princier, doux, sensible, mais aussi imprévisible à cause de sa jalousie, de sa possessivité maladive, sombre, froid et blessant. Elle raconte ainsi une de ses crises de jalousie après qu'un ami leur ait rendu visite. Que s'était-il passé ? Et qui avait-il là qui dut le faire souffrir ? Rien, mais il faut moins que rien pour faire tomber du sommet de l'Empyrée, au fond des gouffres de l'enfer, celui qui aspire à la gloire des dieux. Le prince Carole avait pris trop haut son essor pour redescendre peu à peu. Il fallut tomber tout à coup, et sans cause apparente. Ils étaient sans doute bien fougueux et bien robustes, les coursiers géants du soleil, et le temps qui leur fit prendre le mors aux dents est un bien pauvre petit insecte. À peine rentrée au salon, elle prit le premier prétexte et monta à l'appartement du prince. Il était dans un état si violent que sa figure en était bouleversée. Il sentait d'ailleurs une sourde fureur gronder au fond de sa poitrine. Craignant de ne pouvoir feindre, ne voulant pas se montrer ainsi et perdant la tête, dès qu'il entendit marcher dans la galerie, il se précipita dans l'escalier, par une autre porte, et laissant la Floriani le chercher et l'appeler, il s'enfuit sur la grève du lac. Cette jalousie et cette angoisse vont de plus en plus loin dans le roman. On se demande jusqu'où il peut aller, c'est à la limite de la folie. George Sand disait même dans sa correspondance que Chopin pouvait avoir des colères terribles. Et on le voit même à la fin devenir jaloux d'un chien, parce qu'elle l'a embrassé, et il trouve cela inconvenant, non digne d'elle. Il va diriger jusqu'à sa maison en imposant même de mettre des barrières tout autour pour éviter que personne n'entre par la plage. Donc ça, c'est dans le roman aussi. Et dans l'extrait que je vais vous lire, George Sand semble vraiment s'exprimer cette fois vraiment à Chopin, pour Chopin. Il faut dire que les brouillons de Lucrezia Floriani étaient lus en public, en petit comité évidemment, avant qu'ils n'aient été publiés, et ils étaient lus devant Chopin. Delacroix évoque dans son journal qu'il était vraiment à la torture en écoutant George Sand lire cela devant Chopin, qui lui ne voyait pas l'orage venir, et Delacroix comprenait vraiment par contre le message qui lui était donné. Laissez-moi ne vous répondre que par des reproches douloureux et francs. Vous ne voulez pas m'en faire, je le préférerais, parce que je pourrais me disculper, au lieu que je suis réduite à chercher de quoi j'ai à me défendre. Mais avant de vous parler raison, puisqu'il le faut, laissez-moi me plaindre, laissez-moi pleurer. C'est le dernier cri de l'amour heureux qui s'exhale vers le ciel d'où il est descendu,
et où il va retourner maintenant pour toujours. Laissez-moi vous dire que vous avez commis aujourd'hui un grand crime contre moi, contre vous-même et contre Dieu, qui avait béni notre confiance infinie l'un pour l'autre. Hélas, vous avez souillé par le soupçon la passion la plus pure, la plus complète, la plus délicieuse de ma vie. Je n'avais jamais aimé, je n'avais jamais été heureuse. Pourquoi m'arrachez-vous si tôt ma joie, mes délices ? Vous m'avez entraînée dans le ciel et vous me rejetez brutalement sur la terre. Mon Dieu, je ne le méritais pas. Je nageais avec toi dans l'empyrée et à présent il faut descendre, il faut marcher sur les sentiers humains, se déchirer aux épines, se froisser contre les rochers. Allons, vous l'avez voulu. Parlons donc de ces choses-là, de Vandoni, de mon passé. Ah, s'écria Carole, tremblant comme un enfant, ne prononcez plus ce nom. Que vous importe, il n'entre pas dans vos devoirs de me réconcilier avec ce qui me froisse et me révolte autour de vous. Dans un autre extrait, on retrouve encore ce que George Sand reprochait à Chopin réellement. Il était hostile en effet à beaucoup de ses amis qu'il pensait volages. Un autre jour, Carole fut jaloux du curé, qui venait faire une quête. Un autre jour, il fut jaloux d'un mendiant, qu'il prit pour un galant déguisé. Un autre jour, il fut jaloux d'un domestique, qui était en fort gâté, comme tous les serviteurs de sa maison, répondit avec une hardiesse qui ne lui sembla pas naturelle. Et puis ce fut un colporteur, et puis le médecin, et puis un grand bonnet de cousin. Les choses en arrivèrent à ce point qu'il n'était plus permis de remarquer la figure d'un passant, l'adresse d'un braconnier, l'encolure d'un cheval. Carole était même jaloux des enfants. Que dis-je même, il faudrait dire surtout. Elle évoque encore en dernier non seulement la difficulté de dialoguer, mais de rompre avec ce genre d'homme si complexe. Comme il était souverainement poli et réservé, jamais personne ne pouvait seulement soupçonner ce qui se passait en lui. Plus il était exaspéré, plus il se montrait froid. C'est alors qu'il était véritablement insupportable, parce qu'il voulait raisonner et soumettre la vie réelle, à laquelle il n'avait jamais rien compris, à des principes qu'il ne pouvait définir. Alors il trouvait de l'esprit, un esprit faux et brillant pour torturer ceux qu'il aimait. Il était persifleur, guindé, précieux, dégoûté de tout. Il avait l'air de mordre tout doucement pour s'amuser, et la blessure qu'il faisait pénétrait jusqu'aux entrailles. Ou bien, s'il n'avait pas le courage de contredire et de railler, il se renfermait dans un silence dédaigneux, une bouderie navrante. Tout lui paraissait étranger et indifférent. Il se mettait à part de toute chose, de toute opinion et de toute idée. Si par hasard la Floriani, accablée de fatigue et de chagrin, ne parvenait point à cacher ce qu'elle souffrait, Carole, rendue tout à coup à sa tendresse pour elle, oubliait sa mauvaise humeur et s'inquiétait avec excès. Il la servait à genoux, il l'adorait, car ce féroce égoïste était le plus dévoué, le plus tendre des amis lorsqu'il voyait souffrir. Alors Lucrezia, au départ, va tout supporter d'abord par amour, puis par pitié pour cet homme. George Sand a toujours aussi soigné les hommes comme Chopin, qui était très maladif. Elle les a toujours soignés comme une mère. Et elle est donc entraînée avec lui dans une longue descente aux enfers. Un épuisement psychologique et physique qui va la gagner tout au long du récit. Je ne vous raconterai pas la fin, évidemment, si vous souhaitez la lire. Mais on pourrait résumer en une seule phrase ce qu'elle a à dire de Chopin dans ce livre et dans ce roman. Il faut toute la vie pour comprendre de tels êtres, et encore, n'arrive-t-on qu'à constater, à force d'examen et de patience, le mécanisme de leur vie intime. La cause de leurs contradictions nous échappe toujours. Alors un deuxième petit coup de cœur, toujours un roman de George Sand, enfin plutôt un récit de voyage, qui s'appelle Un hiver à Majorque. Donc là, c'est une véritable histoire qui s'est passée avec elle. Au début de leur liaison, elle voulait redonner le goût de vivre à Chopin, l'aider aussi à retrouver sa santé, qui jouait beaucoup sur sa mélancolie et sur son zal, comme il l'appelait. Ils font ce voyage donc tous les quatre, donc elle, Chopin et puis ses deux enfants, Maurice et Solange, qui étaient à l'époque très jeunes. Ce voyage fut une catastrophe, du début à la fin, le mauvais temps, l'impression d'enfermement, les Espagnols très fermés contre les étrangers, très superstitieux. Maurice, le fils de George Sand, faillit se faire tuer parce qu'il avait voulu dessiner les ruines d'une abbaye. Donc c'était assez angoissant même ce voyage. Et les Majorquins voyaient d'un très mauvais œil une femme non mariée avec un homme qui n'allait en plus jamais à l'église.
Donc dans ce récit, on imagine Chopin, elle n'en parle pas énormément. On le devine en fait dans l'ambiance générale, notamment d'un piano qui n'arrive pas à venir et qui reste bloqué au port, intentionnellement ou pas, on ne sait pas, et qui finalement coûte plus cher à faire venir que d'en acheter un. Elle évoque surtout, elle essaie de comprendre les réactions de ces Majorquins, qui, pour elle, est dans un état très archaïque de la pensée humaine. Elle essaie de trouver des explications dans son histoire, notamment de la domination très malsaine qu'a entretenue l'Espagne avec l'île. Et elle en profite pour réaffirmer dans ce livre son horreur en fait, des puissants qui piétinent le droit des gens et qui réduisent une population à cet état. Elle affirme aussi sa volonté d'une nouvelle révolution. Elle appelle ce jour où nous proclamerons la loi de l'égalité pour tous les hommes. Elle pense que ce mal de l'île et de la superstition qui règne beaucoup dans ce pays vient de là. D'ailleurs, dans ce séjour, elle écrit Spiridon, qui se passe dans un couvent, et elle évoque donc les dérives de l'Église et de ses préjugés. Et Chopin, lui, va écrire un prélude. Par contre, certains passages sont aussi très humoristiques. Elle évoque beaucoup d'événements, mais qu'elle ne prend pas au sérieux. Elle décrit avec humour les vols de sa propre bonne, le refus des passants de leur indiquer le chemin parce qu'ils sont étrangers. Elle montre les incompétences et le peu de sérieux des hommes, même de profession intellectuelle. Elle évoque ses déboires avec Chopin dans une bibliothèque. Donc c'est un passage assez amusant. Nous étions dans cette bibliothèque de Monténégro, et le chapelain déroulait devant nous cette même carte nautique, ce monument si précieux et si rare acheté par Émeric Vespucci 130 ducats d'or, lorsque l'un des 50 domestiques de la maison imagina de poser un encrier de liège sur un des 4 coins du parchemin pour le tenir ouvert sur la table. L'encrier était plein, mais plein jusqu'au bord. Le parchemin, habitué à être roulé, et poussé peut-être en cet instant par un malin esprit, fit un effort, un craquement, un saut, et revint sur lui-même, entraînant l'encrier qui disparut dans le rouleau, bondissant et vainqueur de toute contrainte. Ce fut un cri général. Le chapelain devint plus pâle que le parchemin. On déroula lentement la carte, se flattant encore d'une vaine espérance. Hélas, l'encrier était vide, la carte était inondée, et les jolis petits souverains, peints en miniature, voguaient littéralement sur une mer plus noire que le Pont-Euxin. Alors chacun perdit la tête. Je crois que le chapelain s'évanouit. Les valets accoururent avec des seaux d'eau comme s'il se fût agi d'un incendie. Et à grands coups d'éponge et de balai se mirent à nettoyer la carte, emportant pêle-mêle roi, mer, île et continent. Alors cet événement les a fait encore plus détester dans l'île. Chopin et George Sand étaient vraiment persona non grata à Majorque, et ils sont vite repartis. Encore un coup de cœur, il s'agit de Consuelo. Alors, je ne vais pas en parler beaucoup parce qu'il s'agit d'un roman qui ne parle pas de Chopin particulièrement. Il s'agit d'une artiste qui était leur amie, Pauline Viardot. Et ce qu'on ne sait pas beaucoup, c'est que c'est un travail à 2 mains. Consuelo a été écrit autant par George Sand, qui tenait la plume, mais aussi il y a toutes les réflexions de Chopin sur la musique et sur beaucoup d'autres idées. L'histoire, en gros, se passe au XVIIIe siècle. C'est à la fois un roman d'amour, un roman historique et fantastique. Un petit peu à l'image de Wilhelm Meister, c'est un roman qui est initiatique. Il montre les difficultés, surtout pour un artiste de se faire une place dans le monde. Donc on pense évidemment à Chopin et à George Sand. Et c'est aussi un roman féministe, car l'artiste est ici une femme, donc sous les traits d'une jeune chanteuse. Et elle va rencontrer des difficultés encore plus importantes que pour un homme. Donc là, elle essaie au contraire de réconcilier l'artiste avec la société dans sa mission qu'il a, en dehors de ses soucis individuels et de son incapacité parfois à être dans le monde. Les 2 auteurs, en tout cas dans ce livre, débattent sur leur époque de la démocratie, des inégalités sociales, de la musique, et il a des accents révolutionnaires. Là, on retrouve vraiment Chopin et George Sand. Il faut dire qu'ils aspiraient tous les 2 à une humanité plus juste,
Il faut rappeler que c'est dans le salon de George Sand et de Chopin qu'a été reçu le jeune Karl Marx, qui avait à peu près 25 ans. Et on peut évoquer aussi la correspondance très importante de George Sand avec le célèbre révolutionnaire très recherché Armand Barbès, qui a fait beaucoup de séjours en prison. Dans une de ses lettres, elle évoque également ses goûts pour une humanité plus juste. « Il y a des gens qui me traitent de fanatique, de communiste et de romanesque. Delacroix me croit folle au 40e degré, quand par hasard je dis que nous sommes tous des scélérats. C'est une grande question de savoir si nous avons le droit d'être heureux au détriment des misérables. » Chopin, de ce côté, était très ami avec des Polonais très engagés, et notamment Mickiewicz, dont je vais en parler plus tard, ou Cyprien Norvide, qui est un poète qui a beaucoup écrit, notamment pour de grandes causes, notamment celle contre l'esclavage. Il a écrit des poèmes sur John Brown, dont j'ai parlé dans une autre vidéo. Dans la correspondance encore de George Sand et dans l'histoire de sa vie, on peut retrouver aussi ce qu'elle pensait de Chopin. On voit que son jugement et sa relation avec cet homme hors du commun n'a pas toujours été pareil. Elle évoque que ce Chopin est un ange, sa bonté, sa tendresse et sa patience m'inquiètent quelquefois. Alors que dans l'histoire de sa vie, elle ne voit Chopin que sur le plan négatif, un peu comme le roman de Lucrezia Floriani. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même nuancer leur relation. Et en tout cas, ce qui revient souvent, et même que ce soit dans l'histoire de sa vie, sa correspondance, dans Lucrezia Floriani, c'est sa jalousie. Quant à la jalousie d'un certain jeune homme pour une certaine vieille femme, elle se calme, il le faut bien, faute d'aliments. Mais je ne puis dire que cette maladie soit complètement guérie. Et elle évoque également « Il ne sait pas bien dans quelle planète il existe. Il ne se rend aucun compte de la vie, comme nous la concevons et comme nous la sentons. » Un dernier petit clin d'œil pour Chopin et George Sand, c'est La Mare au diable. Donc, pour résumer très rapidement, c'est un livre qui raconte l'amour vraiment idéal entre un jeune paysan et une jeune paysanne qui n'étaient pas destinés l'un pour l'autre, mais qui, au cours d'un voyage dans la forêt qu'ils doivent traverser pour se rendre dans une ville, ils se perdent et restent plusieurs nuits près de la Mare au diable. Et très vite, ils vont s'apercevoir que leurs âmes se reconnaissent. C'est un très beau roman, on retrouve tout l'idéal d'amour que Chopin aimait, et c'est le roman que Chopin aimait le plus de George Sand. C'est pour ça que je voulais en parler quand même s'il n'est pas complètement à lui. Et George Sand lui avait dédicacé ce roman. Bien sûr, les dédicaces ont été retirées après la rupture. Voilà un petit peu pour la partie autour de George Sand et de Chopin. Dans la prochaine vidéo, nous retrouverons un Chopin écrivain et très inspiré par les écrivains de son époque. Merci beaucoup et bonne journée à vous.